Eh bien, je crois qu'on est en direct. Bonjour à tous et bienvenue pour ce dernier numéro de Chronique de Pro. Je suis Naïs de Trajectoire Tourisme, l'organisme de formation pour les pros du tourisme en Auvergne-Rhône-Alpes, et je suis accompagnée de Sophie pour la MONA, la mission des offices de tourisme en Nouvelle-Aquitaine. Je vous laisse quelques minutes pour nous rejoindre. Je vois que le chat est déjà en feu. Mais bonjour, Étienne Faugier. J'ai des salutations personnalisées, c'est top. Bonjour tout le monde. On a l'habitude que ça vienne d'un peu partout sur le territoire. Beaucoup bien sûr en Nouvelle-Aquitaine et en Auvergne-Rhône-Alpes, mais pas que. Bonjour. Alors, comme je l'ai dit, c'est le dernier chronique de pro de cette année. Vous avez été très nombreux à vous inscrire sur ce dernier épisode. Vous êtes à peu près 230 personnes à être inscrites aujourd'hui, à avoir manifesté de l'intérêt sur le sujet qu'on a choisi de discuter avec vous. Alors, pour ceux et celles qui ont l'habitude de participer à nos lives, vous savez qu'on prend toujours simplement 1 minute pour faire un crochet sur la partie technique et vérifier que tout se passe bien pour vous derrière vos ordinateurs. Je vous rappelle que si vous ne nous entendez pas bien et si vous ne nous voyez pas bien, c'est le moment de vous déconnecter, de vous reconnecter avec le même lien de connexion, mais en utilisant de préférence le navigateur Chrome qui est plus stable pour Livestorm. D'habitude, on vous demande de prendre 1 seconde pour désactiver les notifications du chat, mais vous le voyez tous avec bonheur, j'en suis certaine, que maintenant, la cloche est désactivée par défaut. Donc, vous n'avez plus à le faire manuellement. Par contre, je vous rappelle de bien poser toutes vos questions dans l'onglet questions et pas dans l'onglet chat, s'il vous plaît, simplement pour que nous, les administrateurs, on puisse mieux voir vos questions et qu'on puisse les relayer aux intervenants plus facilement et que ça ne se noie pas dans tout le flux de vos échanges dans le chat. Je vous rappelle aussi que vous avez la possibilité de liker une question qui a déjà été posée par quelqu'un d'autre pour dire que cette question-là vous intéresse particulièrement et que ça évite de la réécrire plusieurs fois. Nous sommes ensemble jusqu'à midi pour parler de nudge. Alors, le nudge, qu'est-ce que c'est? Eh bien, le nudge, on pourrait le définir comme une douce incitation visant à modifier le comportement d'une personne. En d'autres termes, il s'agit d'une technique pour influencer la décision de quelqu'un sans qu'il ne se doute de rien. Donc, voilà le concept étrange mais fascinant qu'il se cache derrière le nudge. L'exemple de nudge le plus connu, peut-être que vous le connaissez déjà, c'est celui de l'aéroport d'Amsterdam qui rencontrait une problématique de taille, à savoir que le coût du ménage dans les toilettes des hommes était exorbitant parce que ces messieurs avaient des difficultés à viser. Et donc, ce problème comportemental générait des surcoûts et pour le modifier, ce problème comportemental, l'aéroport a décidé de mettre en place un nudge en la présence d'une mouche qu'on a dessinée à un endroit bien précis dans les urinoirs pour inciter les hommes à viser correctement. La légende dit même qu'on a longtemps réfléchi sur l'insecte à mettre au fond de l'urinoir parce qu'il fallait que ça soit ni trop mignon parce qu'il fallait que les hommes aient envie de viser, ni trop moche parce qu'il fallait pas qu'ils aient envie de partir en courant. En tout cas, quoi qu'il en soit, ça a été un succès puisque on dit que les économies réalisées, elles ont été à peu près à hauteur de 80% sur les frais de nettoyage dans les toilettes des hommes. Donc voilà, c'est ça une action de nudge, c'est modifier un comportement sans que la personne ne s'en rende vraiment compte. Je te laisse la parole, Sophie. Super, bonjour à tous et merci Naïs. Et aujourd'hui, pour vous parler un peu plus du nudge, on a la chance d'accueillir 2 intervenants qui seront avec nous sur cette matinée. Le premier d'entre eux, c'est donc Michael Dupré, qui est docteur en psychologie sociale et maître de conférences en sciences de gestion à l'université de
Polynésie française. Donc, il nous fait l'honneur de participer avec nous ce matin malgré le fort décalage horaire et on l'en remercie fortement. Et il sera accompagné de Florence Vrignot, qui est donc dans le pôle développement et attractivité à l'Office de tourisme du pays de Saint-Jean-de-Mont et qui viendra nous partager un petit peu l'expérience qu'ils ont menée pour pouvoir engager la clientèle touristique dans une évolution des comportements et donc une application de nudge en direct. Donc, merci à tous les deux. Vous les avez juste en bas de l'écran et puis ils vont pouvoir nous présenter du coup leurs différentes expériences et leurs différentes expérimentations menées. Mais avant de leur laisser la parole, on va déjà vous mettre un petit peu dans le bain avec un petit icebreaker. Alors, je vais publier un sondage. Alors, je ne sais pas si vous voyez... De mon côté, c'est tout bon. Je pense que alors, normalement, vous avez... Ouais. Nous, on voulait vous interroger un peu pour savoir, pour vous, si le nudge était une série ou un film. Est-ce qu'il serait Harry Potter parce que pour vous, c'est de la magie? Est-ce que ça serait Dr House parce que vous vous dites que ça doit quand même un petit peu reposer sur la science? Est-ce que vous vous dites que le nudge, ça serait Star Wars parce que c'est vraiment de la science-fiction? Ou est-ce que vous vous dites que ça serait plutôt le mentaliste parce que ça ressemble un peu à de la manipulation psychologique? Je ne sais pas si ça s'est affiché de votre côté, si vous avez accès ou pas. Et moi, je ne vois plus le chat, donc je ne sais pas ce que les gens me disent. Ouais, tout le monde y a accès, je te confirme, Nice. Ok, top. Je vous laisse quelques minutes. On voit déjà qu'à 83%, on est sur du mentaliste. Alors, pour vous, c'est ni de la magie ni de la science-fiction, mais vous êtes quand même nombreux à plutôt penser que ça ressemblerait à de la manipulation psychologique, le nudge. Alors, hop, je reviens ici. Alors, Mickaël, on l'a dit tout à l'heure, toi, tu es docteur en psychologie sociale et maître de conférences à l'Université de Polynésie française. Maruru Roa, merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Je sais, comme l'a dit Sophie, qu'il est hyper tard en ce moment à Tahiti. Donc, merci vraiment. Tu es spécialisée dans les nudges. Alors, comme on vient de le voir, on a posé la question aux participants. Il y a beaucoup de gens qui se disent que le nudge, c'est entre de la magie et donc surtout de la manipulation psychologique. Est-ce que tu peux nous expliquer, en fait, qu'est-ce que c'est exactement le nudge? Alors, bonjour à tous. J'ai vu dans le chat qu'on disait bonjour de la Savoie, bonjour. Donc, bonjour depuis Tahiti. Effectivement, je confirme, il est 23h39. On a de surcroît l'habitude ici de se coucher avec le soleil, qui se couche vers 18h. Donc, ça fait déjà 3 heures que je devrais être au lit, mais je me réjouis d'être là. Mais soyez indulgents si je commence à bâiller de plus en plus fréquemment. Alors, est-ce que j'ai la main sur le diaporama? Comment je fais? Oui, normalement, si tu cliques sur ton écran, tu devrais voir les slides qui défilent. D'accord, très bien. Bon, c'est la magie, je retiens de la manipulation. Ouais, alors souvent, bon, classique, c'est une critique classique. En fait, l'influence, elle est essentielle. C'est-à-dire que quand on croit, elle est partout. On veut toujours un comportement de la part de quelqu'un. Dans toutes les situations. Quand vous croisez le matin quelqu'un dans la cage d'escalier, si la personne vous dit un grand bonjour, vous allez être influencé, vous allez répondre bonjour inévitablement. C'est ce qu'elle attend de vous. Donc elle cherche à vous influencer là-dessus. Et puis vous allez essayer de suivre son intonation. Alors vous n'allez pas lui dire bonjour, mais vous allez dire bonjour. Et si 2 étages plus bas, vous croisez une autre personne qui vous dit un petit bonjour, tout timide, là encore, vous allez vous adapter à elle. Vous allez lui répondre bonjour, discrètement. Qu'est-ce qui s'est passé? La personne a émis un comportement, elle a dit quelque chose, en attendant une réaction de votre part.
quand vous dites bonjour à quelqu'un, si la personne ne vous répond pas bonjour, voilà, vous estimez qu'elle est impolie. Donc, vous avez bien une intention qu'elle réagisse. Et puis, la façon dont vous dites bonjour va influencer. Vous-même, vous êtes influencé. Moi-même, je le suis. On est influencé par la façon dont la personne dit bonjour. Donc, rien qu'en disant bonjour, on cherche à influencer et on influence les gens. Ensuite, j'ai beaucoup réfléchi, parce que, inévitablement, en travaillant sur le sujet, à la définition minimale de l'influence. Et en fait, j'arrive à cette définition-là, qui est la mienne, le lien qui unit l'individu à la réalité. En fait, si on n'est pas influencé, ça c'est les théories psychanalytiques, d'après Lacan. Bon, alors je vais vous passer les gros mots lacaniens qui disent que le fou est allié, que nous sommes des névrotiques, aliénés au signifiant. Ça veut tout simplement dire que le fou, en fait, est très peu influencé. Le fou, c'est la structure psychotique, typiquement. Parce que justement, derrière les mots, il n'y a pas les mêmes représentations que nous, on a. Si on dit voiture, en disant ce mot-là, on a tous eu à peu près la même image mentale. Alors, on change de modèle, mais dans tous les cas, on a tous imaginé quelque chose avec 4 roues. Et en fait, on vit dans un monde où on s'influence les uns les autres, où c'est indispensable d'être influencé. Si on n'est pas influencé par notre environnement et par les autres, qui font partie de notre environnement, dans ce cas, en fait, c'est le chaos chez nous. On est fou, tout simplement. Ce qui fait que l'influence est partout et dans tous les cas, on cherche à influencer les gens, puisque même en voulant dire bonjour, voilà, on attend que la personne réponde. Alors, c'est là que ça se passe. Je crois avoir identifié, voilà, le moyen de passer les slides. Alors, je viens de vous dire qu'on est influencé et qu'on influence les gens, mais en réalité, qu'est-ce qui influence nos comportements? En fait, on a identifié 3 grosses dimensions. L'environnement physique, parce que, heureusement qu'il nous influence, dans le sens où quand il y a une voiture qui arrive à toute vitesse, on évite de traverser la route précisément à ce moment-là. Ça, c'est une influence de l'environnement physique. L'environnement social. Là, j'ai envie de vous raconter une anecdote qui va me faire perdre du temps sur la présentation, mais c'est aussi la raison pour laquelle je suis ici. C'est ce qui m'a convaincu, ce qui m'a donné envie de faire de la recherche et de la recherche sur ce sujet-là. Donc, je vais parler très vite pour vous raconter l'anecdote. Je m'étais amusé quand j'étais étudiant à faire tomber un billet de 5 € de ma poche pour voir la réaction des personnes derrière. Est-ce qu'elle a 3 possibilités? Elle le laisse par terre, elle le ramasse pour me le rendre, elle le ramasse pour le garder. Alors déjà, première observation, ça laisse indifférent personne, puisque tout le monde ramasse le billet dans tous les cas. Donc on ne le laisse pas par terre. Et alors, en fonction de la configuration sociale, les comportements étaient différents. Est-ce que les femmes sont plus altruistes, plus généreuses que les hommes? En tout cas, l'expérience n'a pas permis de le vérifier. C'était 60% à peu près des hommes ou des femmes me rendaient le billet. Par contre, où c'est extrêmement intéressant de mon point de vue, c'est quand c'était un groupe d'hommes, systématiquement, ils ramassaient le billet et ils le gardaient. Et puis, par contre, quand c'était un couple, dans 100% des cas, on me rendait le billet. Et puis, quand on me rendait le billet, je demandais, mais merci, c'est sympa, mais pourquoi tu n'as pas gardé? Et toutes les personnes répondaient, non, parce que moi, je ne suis pas comme ça. J'ai vu que tu as tout mettre ta poche, voilà, c'est ton billet, quoi. En gros, je suis honnête, je suis quelqu'un de fiable. Et alors, ce qui est génial, c'est que finalement, l'homme, s'il est avec ses congénères, qu'est-ce qu'il va faire? Il va garder le billet. Mais s'il est avec sa compagne, il va rendre le billet. Pourquoi? Simplement parce qu'il est influencé par l'environnement social. C'est-à-dire qu'auprès de ses congénères, vraisemblablement, les valeurs qu'il va chercher à mettre en avant, c'est de l'opportunisme, de la réactivité. L'argent est associé au pouvoir, donc voilà, il a bien joué. Auprès de sa compagne, qu'est-ce qu'il va chercher à mettre en valeur? De la fiabilité, de l'honnêteté, de la sincérité. Voilà. Et en aucun cas, les personnes, ça ne s'est jamais présenté, une personne à qui je demandais, mais merci, mais pourquoi tu me l'as rendu? Je te l'ai rendu parce que je suis avec ma compagne, et avec ma compagne, voilà, il faut que je lui montre que je suis quelqu'un de fiable. Mais si j'avais été avec mes copains, je crois bien que ton billet, tu ne l'aurais pas revu. Non, personne n'a été capable de me dire ça, parce qu'on n'est pas conscient de ça. Mais pourtant, c'est bien ça la réalité, ils ont été influencés par l'environnement social. Troisième chose qui définit nos comportements, finalement, qui les caractérise, c'est les cognitions. Les cognitions, c'est quoi? C'est ce qui se passe dans notre cerveau. C'est la façon dont ça fonctionne. Alors, on va aller voir comment ça fonctionne. Alors, c'est dommage qu'il n'y ait pas les animations. J'avais prévu des animations et ça arrive de poser le problème plus tard.
En fait, dans notre cerveau, on a plusieurs circuits de prise de décision. On a le système 1, on distingue classiquement le système 1 et le système 2. Je vais commencer par le système 2, c'est le néocortex. Le néocortex, on l'utilise en fait quand on réfléchit. Quand on essaye de peser, on envisage les alternatives, on réfléchit, on prend l'alternative A, et puis on voit les gains, les coûts-bénéfices en fait de A. Et puis il y a l'option B, on évalue le coût-bénéfice. Et puis option C, coût-bénéfice. Et puis entre les trois, on choisit celui qui a le meilleur rapport. Ça, c'est faire appel au néocortex. Le système 1, lui, il utilise le système limbique. Le système limbique, c'est la recherche de plaisir, c'est les émotions. Et puis, le cerveau reptilien. Le cerveau reptilien, c'est tout ce qui est réflexe, survie. Et en fait, on utilise bien plus souvent ce système 1. Dans 95%, on estime, c'est entre 90 et 98% selon les recherches, 95% de nos décisions sont régies par ce système 1. Pourquoi? Notamment parce qu'il est beaucoup plus rapide. Et que on doit prendre en permanence un nombre incroyable de décisions. Donc il y a l'urgence, on utilise ce système qui est beaucoup plus rapide. Et dans ce système 1, il n'y a pas les valeurs personnelles. Les valeurs personnelles, c'est ce à quoi les gens s'accrochent beaucoup, c'est-à-dire le conformisme, l'altruisme, la recherche de pouvoir, ces différentes valeurs qui régissent les grandes décisions de notre vie. Mais toutes les micro-décisions, ou un très grand nombre de micro-décisions, sont régies par le système 1. Alors, nudge, qu'est-ce que c'est? C'est pas de la magie, c'est pas de la manipulation, ça repose sur la science. Après, c'est le nom éponyme d'un ouvrage de Taylor et Sustain qui ont écrit le livre Nudge. Après, c'est des recherches qui datent de beaucoup plus loin, en fait. C'est d'abord une théorie qui repose sur des recherches de psychologie sociale, psychologie cognitive, neurosciences, économie comportementale. Et en réalité, les recherches, elles ont plus de 50 ans. Les premiers travaux datent des années 50. Où ça a explosé, c'est le contexte des crises pétrolières des années 70. C'est là que beaucoup de travaux ont été menés. Ensuite, c'est une méthode. Je reviendrai plus tard sur la méthode, mais il y a toute une méthodologie pour concevoir un nudge. C'est un principe d'incitation ou de dissuasion qui se veut non contraignant, c'est-à-dire paradoxalement, plus la personne, je vous dis que c'est pas de la manipulation, mais je vais vous paraître très machiavélique en vous disant ça, plus la personne a le sentiment d'être libre et plus elle a tendance à se soumettre. Je ne vais pas m'éterniser sur le sujet, mais c'est comme ça que ça fonctionne. Enfin, qu'on fonctionne en dehors des nudges ou quoi que ce soit, on fonctionne comme ça dans notre vie. Et puis, par contre, le principe, il est strictement réservé aux comportements prosociaux, c'est-à-dire qui ont une utilité, une pertinence sociétale. Le nudge s'applique donc finalement à la protection de l'environnement, à la solidarité, à la santé et à la sécurité. Voilà les 4 types de comportements qui sont concernés par les nudges. Donc, il y a une utilité sociétale, une pertinence sociétale. Ce n'est pas dans un intérêt privé. Et puis, c'est un dispositif qu'on va mettre en place qui est censé, comme la mouche, qui est le dispositif, qui est censé déclencher le comportement ciblé, le comportement qu'on souhaite avoir. Je passe à la slide suivante. Mais pour être tout à fait honnête, le terme de nudge, je ne l'aime pas. Parce que ça permet... Alors, il présente l'avantage d'en parler aujourd'hui, parce qu'avant que cet ouvrage ait été écrit, 2011, on ne parlait pas de nudge, et ça nous empêchait de nous parler, de parler les chercheurs et les parties prenantes. Il n'y avait pas de terme derrière lequel on pouvait se comprendre. Parce que je vais mentionner très rapidement ce matin de termes qui peuvent vous paraître barbares. Et en fait, nous, chercheurs, on parlait en ces termes-là. Et du coup, le terme de nudge, c'est un mot baudruche un peu, parce que j'ai entendu beaucoup de choses, beaucoup de consultants notamment parler de nudge sans savoir vraiment de quoi il s'agissait.
et raconter tout et n'importe quoi. En fait, c'est un mot fourre-tout, mais ça permet de se parler. Donc, ça a ce mérite-là. Les biais cognitifs, c'est quelque chose qui est, de mon point de vue, bien plus juste, parce que là, il y a un fondement scientifique. Donc ça, c'est le codex de référence. C'est plus de 300 biais, en fait. 300 façons de se tromper, 300 façons de ne pas être rationnel, 300 raccourcis dans notre cerveau reposant sur le système limbique ou le cerveau reptilien. Et puis, qui répondent finalement à différents besoins, différentes fonctions. Notre mémoire qui est limitée, tout simplement. Donc ça, on ne peut pas tout mémoriser, donc on sélectionne. On sélectionne les éléments, mais on ne les sélectionne pas par hasard. Et ça, ce sont des biais. Notre traitement, notre capacité de traitement qui est limitée aussi. Là, alors je vous souhaite, il y en a peut-être parmi vous qui sont chez eux, peut-être avec un enfant malade. Je ne sais pas quel jour on est chez vous, on est mercredi en plus chez vous. Donc peut-être est-ce qu'il y a des enfants à la maison. Et là, du coup, il y a plein de stimuli partout autour de vous. Est-ce que vous arrivez à vous concentrer et à sélectionner les bons stimuli? C'est-à-dire que votre capacité de traitement, elle est limitée. Donc, voilà, là-dedans, il y a encore des biais dans le traitement des informations. Et puis, il y a le fait qu'on ait besoin de prendre des décisions et de traiter les informations rapidement. Donc ça, forcément, un raccourci dans le cerveau, ça va beaucoup plus vite que passer par le néocortex, qui est beaucoup plus long. Et puis, il y a la recherche de sens, c'est-à-dire que là, par exemple, vous voyez mon buste. La recherche de sens, ça fait que vous savez ou vous imaginez que j'ai des jambes en dessous. Voilà. Alors même que vous ne les voyez pas, et ben voilà, vous trouvez le sens, c'est-à-dire non, c'est pas juste un buste qui se balade comme ça, il y a des jambes en dessous. Ça, c'est la recherche de sens. On n'aime pas les... On a besoin de sens parce que ça nous permet d'avoir un sentiment de comprendre. On n'aime pas le chaos, en fait. On cherche à organiser. Et bien souvent, de façon, c'est tout ce qui est stéréotype, par exemple, relève de ces biais-là. Voilà, j'espère avoir démystifié un petit peu le nudge pour introduire, mais non, il n'y a rien de machiavélique. J'ai envie de dire, c'est juste que la différence, c'est que on cherche à influencer les autres en permanence. On cherche toujours à obtenir de l'autre un comportement en permanence. Là, je vois Mona qui acquiesce comme ça. Et ben voilà, c'est un comportement que j'attends. En disant les choses, j'aimerais vous voir tous, mais je ne peux pas tous vous voir acquiescer. En tout cas, c'est ce que je souhaite avec mes étudiants, c'est qu'ils acquiescent comme ça de la tête. Et ça veut dire, OK, ils comprennent, je peux continuer. Je recherche ce comportement-là. Et simplement, le nudge, c'est quoi? C'est que c'est a priori, je dis bien, j'ai des réserves, utilisé en connaissant mieux le fonctionnement de l'individu. C'est-à-dire que l'intention est la même, influencer la personne, l'inciter à aller vers un comportement, mais simplement en connaissant un petit peu mieux comment l'individu fonctionne. C'est la prise en compte de sa rationalité limitée, tout simplement. C'est beau ce que tu nous dis, Michael. Et en effet, j'acquiesce à tes informations. Je crois juste, c'est mon point de vue, tout du moins. Super. C'est vraiment pour ça qu'on a demandé à Michael d'être avec nous aujourd'hui. C'est parce que quand on a posé cette thématique du nudge, avec l'équipe de Trajectoire Tourisme, avec Naïs, on s'est posé plein de questions. On vous en a aussi posé en préparant ce séminaire. Et on avait du mal à comprendre qu'est-ce qui se cache réellement derrière le terme nudge. Et au final, quelle utilisation peut en être faite dans le monde du tourisme. Et là, on a voulu vous montrer quelques exemples assez rapides. On va en détailler 3 de façon plus précise. Un qu'on a trouvé grâce à l'Office de tourisme de Biscarrosse. Un que va nous détailler du coup Florence avec le pays de Saint-Jean-de-Mont. Et enfin, on reviendra avec Michael sur un exemple réalisé au niveau du CRT de la Bretagne. Ces premiers exemples, quand on a parlé nudge, on a bien sûr parlé communication. Et c'est avec l'Office de tourisme de Biscarrosse, en échangeant avec eux, on s'est demandé qu'est-ce que pouvait être le nudge. Et le nudge, c'est avant tout de la communication. Et eux, ça leur a fait écho à une opération qui a été menée plusieurs étés, qui est l'opération Zéro Mégot, qui a été menée en partenariat avec la collectivité et l'Office de tourisme.
et une start-up bordelaise qui s'appelle Ecomégo et qui visait tout simplement à essayer de recycler au maximum et d'éviter que les mégots atterrissent sur les plages, mais plutôt dans des poubelles spécialisées destinées à leur assurer une fin de vie correcte. Et pour réaliser cette opération, ils sont passés par des éléments de communication, des éléments un petit peu incitatifs, des éléments ludiques pour essayer d'expliquer à la fois pourquoi on pouvait réaliser ces actions, mais aussi à quoi elles pouvaient bien servir et de quelle manière elles allaient être réalisées. Et pour ça, les petits exemples qu'ils avaient mis en place, c'est notamment de l'affichage près des bouches d'égout pour éviter de jeter le mégot et expliquer si on le jette dans la bouche d'égout, où est-ce qu'il va atterrir au final. Ou encore des petits affichages ludiques, incitatifs, vous les connaissez tous, les fameuses poubelles à vote qui sont de plus en plus répandues au niveau par exemple, des stades et des événements sportifs pour éviter de jeter le mégot dans une poubelle normale, mais de le jeter dans une poubelle dédiée à son recyclage. Et donc là, par exemple, on votait sur comment nomme-t-on les courants qui se forment à l'océan? Est-ce qu'on les appelle baïnes ou cuvettes? Et donc, on pouvait tout simplement jeter son mégot dans la bonne poubelle pour choisir la réponse la plus adéquate. Et ça, c'est un exemple qu'on a régulièrement retrouvé dans le secteur du tourisme, mais ce sont des exemples qu'on retrouve également sous d'autres formes et qui sont parfois travaillés avec les acteurs du territoire. Et c'est en ça qu'on a demandé à Florence, qui a bien voulu nous rejoindre et venir témoigner de l'expérience qu'ils ont menée au pays de Saint-Jean-de-Mont, puisque eux, ils ont travaillé avec leurs partenaires pour essayer de trouver une communication qui puisse tout simplement exprimer leurs valeurs et leurs engagements. Et elle va nous détailler un petit peu cette expérience. Et Michael, je vois que tu as une question ou une réaction. Et n'hésite pas à allumer ton micro. Je veux bien. Excuse-moi, Florence, je ne peux pas m'empêcher de réagir par rapport à ça. C'est-à-dire que ici commence l'océan, ne rien jeter, c'est pas un nudge. C'est pas un nudge, ou alors c'est un. Enfin, non, c'est pas un nudge. Ici commence l'océan, c'est une motivation altruiste. D'accord ? L'altruisme n'est pas un moteur d'action. C'est-à-dire qu'on ne fait pas passer une personne à l'action par l'altruisme. L'altruisme, bien souvent, est une justification a posteriori d'un comportement motivé par autre chose. C'est-à-dire que c'est comme les personnes qui m'ont rendu le billet et qui ont dit « oui, je l'ai fait parce que je suis quelqu'un de bien ». D'accord ? Les valeurs, en fait, elles viennent après, pour justifier le comportement. Mais qu'est-ce qui a influencé le comportement ? La présence de… Voilà. Donc, finalement, se renvoyer une bonne image de soi en passant par autrui comme médiateur. Donc ça, c'est pas un moteur d'action. Et ensuite, ne rien jeter, non seulement c'est une injonction, mais c'est négatif. Et là, du coup, on est sur… en fait, si jamais ça a été vendu comme un nudge, c'est un très mauvais nudge, quoi. Voilà. Alors ça me rassure parce que ça, typiquement, ça ne fonctionnera pas, quoi. Enfin, il n'y a aucune raison scientifique pour que ça fonctionne. Voilà. Je me tais. Tout à fait. Je me suis peut-être mal exprimée en disant nudge. Non, en effet, notre objectif était vraiment de montrer justement comment on peut utiliser différents éléments de communication quand on a une opération à valoriser. Et en effet, cela n'a pas été, je vais y arriver, vendu comme une opération de nudge, mais vraiment une opération de communication pour expliquer leurs différentes actions. Merci, Mickaël, pour ta précision. Et du coup, je vais laisser la parole à Florence pour nous expliquer un petit peu leur réalisation. Et pareil, Florence, tu peux avoir la main sur la présentation en changeant les slides directement. Ok, merci Sophie et bonjour à tous. Donc, moi, je ne vous parle pas en direct de la Polynésie. J'aimerais bien d'ailleurs. Je suis Florence, je suis à l'Office de tourisme du pays de Saint-Jean-de-Mont. On est situé au bord de l'océan Atlantique, sur la côte nord-ouest de la Vendée. On a un territoire touristique sur 5 communes, dont 3 littorales, Notre-Dame-de-Mont, la Barre-de-Mont-Fromentine et Saint-Jean-de-Mont. Et aux portes des îles, Noirmoutier et l'Île-Dieu, pour situer géographiquement un petit peu notre territoire. En termes de capacité touristique, on accueille 8,5 millions de voyageurs chaque année, avec une particularité, c'est que notre territoire il est composé à 80% d'espaces naturels sensibles.
Donc voilà, cet équilibre à gérer, 19 km de littoral, plus de 2000 hectares de forêt domaniale et un marais très vaste sur le rétro-littoral. Donc dans ce contexte, en fait, il y a eu dès 2007, pour nous, en fait, alors je change, je reprends la main. Tac, voilà. Une démarche qui a été engagée, donc il y a déjà 15 ans, en fait, d'abord à l'échelle de Saint-Jean-de-Mont, et puis après, elle a été élargie, en fait, en 2017 à l'échelle plus globale du pays de Saint-Jean-de-Mont, en fait. Donc, une démarche collective. Sa particularité, en fait, dès 2007, ça a été de regrouper autour d'un collectif des acteurs privés, en fait, du monde touristique, des collectivités et des institutions comme l'ONF. Et dès 2007, on avait ressenti ce besoin de travailler ensemble, en fait, autour, en fait, d'abord de problématiques environnementales et puis après, au fur et à mesure des années, de thématiques de développement durable. Donc, combien aujourd'hui on regroupe d'acteurs? On a 24 en fait acteurs du territoire qui sont engagés et actifs en fait dans cette démarche collective qui est donc engagée pour une destination durable, dont 7 qui sont labellisés clé verte. Et il y a une des particularités, c'est également la diversité des filières. On a des hébergements, des campings, des résidences de touristes, des équipements de loisirs, des commerces, des agences immobilières, des restaurateurs, parce que à l'origine de cette démarche, c'est de se dire que le voyageur, il s'arrête pas en fait aux portes de son logement, il va aller pratiquer des activités, il va aller dans les commerces. Et ce qu'on souhaitait, c'était vraiment de pouvoir aborder en fait cette thématique du durable plus globalement en fait sur le territoire et que ce soit pas uniquement traité en fait par filière. Alors, comment ça fonctionne? Les professionnels mettent en place un plan d'action dans chaque structure sur une dizaine de thématiques, gestion des déchets, de l'énergie, de l'eau, le transport, toutes les thématiques qu'on retrouve dans les référentiels que ce soit sur clé verte ou autre. Donc, nous, l'idée, c'est ils ont déjà un plan d'action, on les aide en fait à travailler ce plan d'action. Donc ça, c'est à l'échelle individuelle. Et puis après, collectivement, on fait de l'échange d'expériences et on met en place des actions collectives chaque année. Par exemple, ça peut être, il y a une dizaine d'années, on s'est interrogé sur l'installation des composteurs dans des hébergements collectifs comme les campings. On a fait des tests et puis après, on a pu le généraliser en fait et le mettre en place sur un grand nombre en fait de campings. Ça a été aussi l'installation de boîtes à dons qu'on peut voir dans des commerces, voilà, ou dans la vie, je dirais plus courante, mais qu'on voyait un peu moins dans le tourisme il y a 4 ou 5 ans. Et donc, on a testé dans les campings, voilà, quand on avait fini un séjour, si on n'avait plus besoin en fait de nos seaux, de nos pelles, voilà, de plein de choses, on pouvait les laisser. Et puis, le voyageur qui arrivait après pouvait, lui, en profiter. Donc ça, c'est un exemple, en fait, d'action collective. Et donc, on s'est interrogé, en fait, nous, sur comment on allait, je vais rebondir justement sur ce que disait Mickaël à l'instant, comment on voulait sensibiliser, inciter le voyageur dans ses comportements. Et on s'est toujours mis une règle, c'est de ne jamais être moralisateur et de toujours éviter le ne pas. Ne jetez pas vos déchets, voilà. Ça, c'est vraiment quelque chose dans l'historique en fait de la démarche que vraiment en fait on s'était noté. Et puis, ce qu'on voulait, c'était vraiment pouvoir vraiment actionner des leviers pour que dans les décisions, dans des micro-décisions en tout cas du voyageur, qu'on puisse agir dans des micro-décisions psychologiques, je dirais, dans le durable et dans le doux. On voulait vraiment que ce soit cohérent par rapport à la démarche. Et surtout, ce qu'on voulait aussi, c'était vraiment agir en fait sur le terrain au moment en fait où nos voyageurs ils sont amenés à prendre ces micro-décisions. Voilà un petit peu dans la genèse, dans les échanges qu'on a avec nos professionnels, ce qu'on s'était noté. Alors, donc ça, c'était déjà depuis 2 ou 3 ans, on savait qu'on voulait faire ça. En 2018, il y a eu une intervention à Pau, justement, sur le nudge. Et du coup, c'est vrai qu'à ce moment-là, on s'est dit, tiens, là, on pourrait, il y aurait certainement un lien à faire entre notre démarche de développement durable et ce que pourrait nous apporter, en fait, le nudge sur la destination. De manière plus précise, en fait, nous, ce qu'on souhaitait, c'était vraiment d'impliquer les clientèles. C'est-à-dire, la destination met en place un certain nombre d'actions, les professionnels aussi agissent. Comment on va pouvoir aussi impliquer, en fait, nos voyageurs
dans cet écosystème-là. Et puis aussi, on voulait rendre lisible l'engagement pour que ce soit facilement compréhensible en fait par nos voyageurs sur leur temps de vacances. Alors, une fois qu'on a dit tout ça, comment en fait on a mis en place notre projet et notre action. Donc, on a présenté en fait à notre collectif ce thème de travail, se dire pourquoi pas travailler ensemble, imaginer ensemble des actions de type nudge, voilà, pour influencer les comportements de nos voyageurs. On a mis en place un atelier de travail avec une douzaine en fait de nos professionnels et acteurs en fait de la démarche. Je vais revenir plus en détail sur cet atelier de travail où on a noté en fait les types d'actions qui étaient mis en place par les professionnels, les irritants, c'est-à-dire ces problématiques et les comportements qu'on aimerait faire évoluer en fait. Et troisième point qu'on a travaillé sur cet atelier, c'est sur quel lieu ce serait le plus propice, en tout cas, d'agir pour pouvoir faire passer notre message. Donc, voilà l'atelier de travail. Ensuite, il y a eu une restitution à l'ensemble en fait des professionnels qui sont engagés en fait sur cette démarche. Une présentation de 2 axes en fait complètement différents, je vais vous les montrer en fait, sur lesquels on pouvait partir pour ensuite décliner en fait nos actions nudge. Et ensuite, il y a eu création des supports en fait et une diffusion auprès des établissements engagés. Sur les bilans, on l'a juste mis en place, c'est tout, voilà, c'est vraiment, ça a été mis en place juste avant l'été et donc on est sur vraiment des remontées terrain pour l'instant et ensuite on a un bilan très complet qui est prévu à la fin de l'année avec l'ensemble de nos professionnels. Alors, ce que je vous propose, c'est peut-être un peu plus de vous montrer comment ça s'est organisé au niveau préparation sur l'atelier. Alors, sur l'atelier, concrètement, on était une douzaine. On a d'abord défini 6 thématiques sur lesquelles on souhaitait vraiment travailler, en fait. Donc, ça a été plutôt la gestion des déchets, la biodiversité, la consommation d'eau, le bruit, le cadre de vie et tout ce qui est produits locaux, économie locale, circulation douce. Voilà. Et ensuite, on a divisé les professionnels et on a vraiment travaillé à partir de la matrice que vous voyez en fait là à l'écran. Vous agissez déjà, si on prend l'exemple des déchets, alors les professionnels disaient oui, on fait tout, on met en place les poubelles de tri, les consignes, les sacs de pré-collecte, les composteurs, voilà, donc ils nous listaient toutes leurs actions et pourtant, il y a encore des choses, voilà, enfin des comportements, voilà, qu'on aimerait bien faire évoluer. Pendant les vacances, il n'y a pas forcément toujours du tri, on retrouve beaucoup de mégots de cigarettes sur certaines zones, on retrouve encore beaucoup de déchets. On a identifié sur les zones d'attente, sur les zones de jeu, en fait. Voilà. Et là, on aimerait faire évoluer ça, mais on ne sait pas comment. On n'en était pas pour l'instant sur le comment, mais en tout cas, de vraiment identifier, en fait, les comportements sur lesquels on aimerait agir et les lieux, en fait, où on avait observé ces comportements et où on pourrait donc de manière la plus pertinente, communiquer. Donc, on a travaillé en fait ça sur nos 6 axes, la gestion des déchets, la biodiversité. Un sur la limitation de la consommation d'eau. Par exemple, là, évidemment, ils nous listaient toutes les installations techniques qu'ils avaient fait et pourtant, il y avait un temps d'usage et surtout un nombre de douches par jour qui était extrêmement important. C'est vrai qu'en discutant, les professionnels nous disaient, mais en vacances, finalement, il y a toujours plein de bonnes raisons de multiplier les douches. On est allé à la plage, on est allé à la piscine, il fait chaud. Donc, en fait, c'est pas une douche, mais ça peut être 2 douches, 3 douches dans la journée. Donc, on relevait en fait tous ces irritants et on se disait comment demain on va pouvoir en fait agir sur ces points-là. Donc, les irritants, le lieu, en fait, les blocs sanitaires, les locatifs, les douches, vraiment voir sur quel lieu on allait pouvoir agir. Donc, on a fait ce travail. Voilà, je vous montre un petit peu l'ensemble voilà, de l'atelier. Et puis, après est venue la phase, OK,
Donc maintenant, en fait, comment on va décliner tout ça? Donc là, on a retravaillé avec une agence pour vraiment se dire, à partir de ce contenu-là, comment on va décliner en fait. Et là, l'idée, ça a été de jouer en fait sur certains biais, d'influencer par l'émotion qu'on va générer, en tout cas l'étonnement qu'on va générer sur le lieu. Je prends un exemple concret sur la douche. 2 concepts nous ont été proposés. Finalement, ici, on économise l'eau. Alors là, le concept, c'est qu'on remplace le haut de la douche par notre étoile de mer. Et là, l'idée, c'est de faire vraiment un rappel sur les codes de la plage, des espaces naturels, en fait, et de jouer un peu sur l'humour pour se dire, oui, on peut effectivement économiser l'eau et essayer d'agir, en tout cas, prenant une douche en moins de 5 minutes. 2 concepts ont été proposés à l'ensemble des professionnels. Un beaucoup plus identitaire avec l'écosystème plage, espace naturel. Un deuxième qui était très axé en fait sur les super-héros, jouer sur le défi et même aller jusqu'à installer des sabliers dans les douches. Finalement, le collectif a privilégié en fait vraiment de plutôt décliner des actions qui ont du sens par rapport à notre territoire et vraiment de décliner un concept, je vais aller assez rapidement pour vous montrer, qui a vraiment attrait au littoral, au balnéaire en fait, sur l'ensemble en fait des points. Donc l'ensemble des points identifiés, c'est la douche, ce sont les éviers parce que les professionnels avaient constaté que les voyageurs laissaient couler l'eau au lieu peut-être des fois de prendre un verre pour se laver les dents. Ça a été aussi pour tout ce qui est évier, vraiment d'inciter à fermer ces éviers pour faire la vaisselle ou faire différentes tâches dans les blocs sanitaires. Donc là, et donc ça donne en fait là un environnement où pour nous l'idée c'est d'inciter à agir, pas sous la contrainte, mais vraiment d'inspirer la bonne décision en utilisant soit l'étonnement, soit l'humour en fait par rapport à ce qu'on a pu installer. Donc ça, c'est ce qu'on a fait. Là, on le voit sur l'environnement, je dirais, gestion toilette courante. Là, vous voyez aussi sur tout ce qui est équipement des WC, où c'est pareil, sur les chasses d'eau, en fait, on a joué sur un code plutôt, joué de manière ludique sur les visuels, en tout cas, toujours sur le balnéaire, et pouvoir choisir vraiment d'activer la bonne chasse d'eau, parce que là aussi, il y avait eu certains constats qui avaient été faits. On a eu des retours sur ce point-là dès le départ, surtout au niveau des enfants, en fait, où là, il y a tout de suite eu, en fait, des retours qui se sont faits assez naturellement. Sur la suite, engagé pour le cadre des vacances, on a redécliné, on voyait en introduction le concept de la mouche, mais nous on l'a décliné sur le balnéaire avec la rose des vents, garder le cap en fait sur cet univers-là. Et puis par rapport aux problématiques aussi de gestion, on en parlait tout à l'heure, de gestion des déchets, l'idée ça a été aussi de jouer sur les codes du beach volley. C'est un sport emblématique en fait sur notre destination, sport de plage, et du coup sur l'installation en fait sur les poubelles en fait de pouvoir jouer sur cet aspect-là. Donc là, très efficace, installé souvent en fait à côté des terrains multisports, des structures gonflables, de tout ce qui est espace de jeu. Et donc d'inciter en fait par le jeu, par le ludique en fait, à plutôt fonctionner de cette manière-là. Je tiens le timing, je suis mon chrono de près. Donc voilà, et pour finir, donc voilà en résumé toute la planche en fait, toute la planche qu'on a pu décliner sur certains endroits. C'était un test. L'idée, ça n'a pas été en fait de se disperser en fait, donc de tester sur certains aspects. Quelles difficultés on a rencontrées sur cette mise en place? Des difficultés techniques, parce que finalement, mettre en place du nudge, ce n'est pas toujours simple par rapport au type de sol, quand on veut installer certains éléments sur le sol, par rapport au type de matériel. Nous, on avait des prestataires très différents, en fait, avec lesquels on travaille, camping, hôtel, restaurant, équipement de loisirs. Donc, autant vous dire que ça demandait vraiment pour nous un gros travail, un petit peu plus d'analyse technique. Et puis, pour nous, en fait, le multifilière fait que des fois, à certains moments, certains messages ne peuvent pas être installés sur, par exemple, je ne sais pas, un commerce qui ne gère pas de douche. Voilà, donc il y a certains messages qui ne pouvaient pas être installés. Sur cette première année, on a 17 professionnels qui ont installé, en fait,
voilà, je dirais toutes ces ébauches, en fait, en tout cas ces tests pour nous de nudge sur la destination. On a eu des premières remontées terrain plutôt très efficaces au niveau premièrement des enfants. Et le deuxième, pour l'instant, remontée terrain qui a été forte, c'est au niveau de l'eau, puisqu'on a été, comme beaucoup de destinations, très concernés en fait par la sécheresse, par les pénuries d'eau cet été. Et finalement, la mise en place de toute cette installation a vraiment touché en fait. Voilà, il y a eu des remontées de clients en fait, dire bah oui, on comprend, vu ce contexte. Voilà, ils ont fait le lien en fait finalement. C'était pas notre objectif premier au départ. Nous, c'était vraiment d'inciter à agir. On en fera le bilan en fin d'année sur les indicateurs de consommation dans les plans d'action des professionnels. Mais en tout cas, dès le départ, dès l'arrivée, les clients, ils ont fait le lien en fait entre ce contexte de pénurie d'eau et tous les messages, tout ce qu'ils voyaient en tout cas notamment dans les blocs sanitaires. Voilà, pour conclure, moi, je voulais juste résumer en disant que pour moi, en fait, ce qui est très important, enfin, en tout cas, nous, ce qui a été important dans ce test, c'est vraiment de co-construire pour vraiment bien connaître les comportements, co-construire avec nos professionnels pour vraiment bien connaître les comportements des voyageurs sur certains lieux de vacances, puisque eux, ils le vivent au quotidien, ils sont au quotidien auprès d'eux, pour vraiment trouver, en fait, je dirais, le meilleur moyen d'agir. Et puis après, on a d'agir. Et pour le message, c'est aussi vraiment de travailler avec une agence. Donc là, on a travaillé avec une agence avec lesquelles, en fait, il y a eu plutôt, je dirais, un bon feeling. Voilà. Florence, ça tombe bien que tu termines sur ça, parce qu'on a une question dans le chat. On a Leslie qui te demande quel est le nom de l'agence avec laquelle vous avez travaillé. Alors, l'agence, elle est installée sur Nantes et c'est Morgan View. Voilà. Et on a une autre question de Pauline, et je pense que là, c'est ouvert à la fois à toi et puis peut-être aussi à Michael, qui nous demande, est-ce que vous auriez des exemples ou des idées pour inciter les clients à voyager mieux et durablement? C'est une vaste question. Ouais. Et on va surtout qu'en fait, l'idée, c'est de se dire aussi à quel moment, enfin pour moi, en fait, qui suis plutôt dans la manière opérationnelle, à quel moment on veut agir. Est-ce que c'est sur l'avant, sur la préparation du séjour, quand c'est sur place? Et quand c'est sur place, c'est sur quelle micro-décision, en fait? Voilà, il y a tout ce décryptage-là, en fait. En tout cas, nous, dans la méthode qu'on a appliquée, Mickaël, je ne sais pas si on a appliqué la bonne méthode, mais voilà, je ne suis pas une expert scientifique, mais en tout cas, dans la méthode, on essaye vraiment de décrypter ça pour ensuite voir comment on va le faire. Tu fais une super transition à Mickaël, je pense. Ouais. Merci Florence. Par rapport à la question, le voyager durablement, en fait, voyager durablement, c'est un concept. Les nudges, on ne travaille pas sur le concept, on travaille sur le comportement. Pour revenir tout à l'heure, j'ai regardé en fait, pendant que tu parlais, Florence, à un moment de temps, les résultats du sondage en fait que j'avais pas vu et l'histoire du mentaliste et de la manipulation. Effectivement, il y a c'est énormément de mauvaise foi de la part des participants, mais ça, c'est normal. C'est ce que j'appelle de la mauvaise foi en toute bonne foi, c'est-à-dire la mauvaise foi à laquelle on adhère. Et moi-même, j'en suis un spécialiste. En fait, très prochainement, là, il y a la semaine de réduction des déchets. Et puis, il y a plein de communications partout, normalement, des affiches qui informent. Et puis, ces affiches-là, quel est l'objectif? Et puis, régulièrement, les communicants, je leur demande, c'est quoi l'objectif? C'est d'informer les gens de la semaine de réduction des déchets. D'accord, très bien. Donc, si c'est ça ton objectif, si tout le monde sait que c'est la semaine de réduction des déchets, mais que personne ne vient à tes événements, mais que tout le monde le sait, tu es content, tu as rempli ton objectif. Non, ton objectif, c'est que les gens viennent à des événements. C'est un comportement, l'objectif. D'accord? Maintenant, la différence entre avoir recours à des nudges, ce qu'on appelle des nudges, ou pas, c'est est-ce que ça va être efficace ou pas, finalement? Est-ce que tu utilises les bons leviers? Alors, souvent, les questions, c'est ouais, l'affiche est belle, voilà, c'est esthétique, ça va faire plaisir, ainsi de suite. Sauf que ce n'est pas des leviers d'action, enfin, c'est-à-dire que ça ne va pas marcher. Mais tu as quand même un objectif qui est que ça marche. Donc, soit tu le fais
voilà, en étant renseigné, entre guillemets, de comment fonctionne un peu le cerveau de l'individu, soit tu vas un petit peu naïvement au coup d'essai. C'est la seule différence finalement, hein, mais l'objectif est toujours là. Je reviens, Florence, sur 2-3 choses que tu as dit, que j'ai trouvé juste, pas de ton moralisateur. Effectivement, je ne peux qu'être d'accord avec toi. Le ton moralisateur ne fonctionne pas, et en général, quand on a le sentiment qu'on cherche à nous influencer à faire quelque chose, à nous faire culpabiliser d'un truc, on a tendance à fuir. C'est un phénomène, c'est la réactance en fait. Je pourrais m'éterniser sur le sujet, mais ce ne sera pas l'objet. Le bon endroit, tu l'as mentionné aussi, Florence, le meilleur endroit, c'est le plus proche possible de la décision. Donc, tu as mentionné cette idée-là aussi, qu'on essaye d'être proche, le plus proche possible. Et puis, tu as souligné un point que je trouve important, c'est que là, on s'intéresse au tourisme. Et quelque part, je ne vais pas dire qu'il n'y a pas pire que le tourisme, mais presque. C'est-à-dire que le touriste, il est là, il veut zéro contrainte. Je pense, j'ai vu tout à l'heure qu'il y avait quelqu'un de Savoie. Il y a une recherche polonaise qui est assez drôle, qui montre que plus on monte en altitude et moins on trie. En fait, ce n'est pas une histoire d'altitude et de manque d'oxygène. C'est vraiment une histoire que, bah oui, les stations sont en altitude et quand on va skier une semaine alors qu'on va dans la nature, profiter de l'environnement pendant une semaine, et ben non, on n'a pas envie de trier parce que il fait froid, parce qu'on a des grosses bottes, parce qu'on ne connaît pas les consignes, ainsi de suite. C'est le pire cas, je crois, du touriste pour le tri. Mais en général, le touriste, il n'a pas envie de contraintes. Et là, j'ai une étude sur la Posidonie et le plaisancier. Le plaisancier en Méditerranée, son ancre qui défonce la Posidonie, non, mais le plaisancier, il est là, c'est un moment de plaisir, de liberté. Et effectivement, il n'a pas envie de se prendre la tête à savoir où il va mouiller l'ancre. Donc, c'est tout un travail et le touriste est chaud à gérer là-dessus. Voilà. Je vais passer peut-être sur... ouais, nickel. On a d'autres questions, Aurore. Je fais allusion à vos questions en particulier ou vos réactions. Peut-être qu'on les traitera à la fin parce que je crois qu'elles concernent globalement le nudge. Mickaël, je te ferai remonter ça à la fin parce que c'est intéressant les remarques et les questionnements d'Aurore. Je te laisse peut-être, poursuivre, Sophie. Je crois que c'est toi qui avais un petit mot sur, je crois, une initiative qui a été menée en partie avec Mickaël. Alors, je ne sais pas si, je pense que vous l'avez bien compris, ce qu'on essaye aussi de dire à travers les messages qu'on porte depuis le début, c'est qu'il faut bien distinguer une belle affiche de com d'une action qui a été réfléchie et pensée et qui est soutenue derrière par le nudge, dans le sens où on peut avoir une belle affiche avec un message qui n'a pas été pensé pour inciter les gens justement à prendre la bonne décision. Et dans ce cas-là, ça sera juste une belle affiche informative versus le travail qu'a pu mener Florence aussi avec une vraie réflexion sur comment est-ce qu'on tourne le message de manière à ce que l'affiche soit pas que belle, mais qu'elle incite en effet les gens à prendre une bonne décision. Et dans ce cadre-là, Mickaël, tu as travaillé avec le CRT Bretagne sur un projet global avec 13 outils de Sensi. Est-ce que tu peux nous en parler un tout petit peu ? Ça va reprendre un certain nombre d'idées, de résultats, de stimuli générés par Florence et son équipe. Et juste pour revenir sur ce que tu disais, effectivement, moi, les questions typiques pour moi, les questions typiques que doit se poser le communicant, et ce que je dis en formation, c'est voilà, quel est l'objectif ? Sachant que l'objectif, il ne peut y avoir que 2 objectifs différents. Un comportement, donc on veut un comportement, ou alors on veut modifier une représentation. Je prends l'exemple très rapide des paquets de cigarettes. Les paquets de cigarettes avec tous les affichages, là, les poumons, les machins, toutes ces images chocs, ça ne dissuade pas le fumeur de sortir la cigarette du paquet. Par contre, ça modifie l'image du fumeur, l'image sociale du fumeur. Avant, c'était Hollywood, c'était le cowboy Marlboro, c'était Marilyn Monroe, ça rajoutait du sex appeal. Aujourd'hui, c'est plutôt associé à un truc glauque, à de l'autodestruction, grâce notamment à ces images-là et toute la communication qui est faite et qui modifie la représentation et de la cigarette et de fumée. Donc, c'est vraiment des effets à long terme où on change finalement le cadrage. Mais on n'est pas
mais c'est soit l'un, soit l'autre. Ça ne peut pas être autre chose. Ça, c'est la première question. La deuxième question, c'est une fois que tu as produit quelque chose, tu dois te poser la question, de mon point de vue, pourquoi ça marcherait? Selon quel principe? Et là, c'est la science qui te répond. C'est-à-dire, soit il y a un principe scientifique qui dit que ça devrait marcher parce que ça, ou alors, si tu vois, non, je vois aucune raison pourquoi ça marcherait, a priori, c'est que tu es passé à côté de ta communication. Voilà. Bon, toujours est-il qu'on a conçu du coup un kit de 13 outils relevant un peu de la logique nudge. Là, c'est voilà, un truc qu'on met à sa porte pour laver les serviettes, laver les draps. En fait, c'est par défaut, on ne les lave pas. Déjà, il y a ça. C'est que le choix par défaut, il est super important. C'est que dans la logique habituelle, par défaut, on les lave. Là, par défaut, on ne les lave pas. Donc, il faut faire une action pour qu'on lave vos draps, pour qu'on lave vos serviettes. Et la personne, elle doit accrocher ça à la porte de sa chambre. Donc, elle se montre socialement. C'est-à-dire qu'elle montre aux autres, elle pense, en tout cas, elle est en situation de penser que les autres peuvent savoir ce qu'elle a décidé. Et en voyant que personne ne met d'écriteau, elle sait aussi ce que les autres font. Donc, si elle voit que personne... Je te coupe juste parce que là, du coup, ce que tu exprimes, c'est... on est bien d'accord que ça repose sur un des biais cognitifs qui est que toi, en tant qu'être humain, naturellement, intuitivement, tu ne vas pas trop avoir envie d'être le mouton qui s'est un peu égaré. Et donc, si tu vois dans ton couloir que personne n'a affiché le petit truc pour demander à laver, peut-être que tu vas avoir tendance, mais plutôt inconsciemment, à te dire, bon, je vais peut-être pas faire, je vais peut-être faire comme les autres et je vais peut-être pas mettre ma petite étiquette parce que tout le monde a l'air d'avoir pris conscience, alors je vais peut-être pas la ramener. C'est un peu ça ce que tu es en train de dire. C'est complètement ça. On est grégaire à fond. Notre image, c'est bien autrui. Enfin, en fait, on accepte d'être déviant, de défendre un point de vue ou une position minoritaire si et seulement s'il y a un fort enjeu pour nous. En général, un enjeu identitaire. Laver ses draps, il n'y a pas de fort enjeu pour nous, sauf si on les a vraiment dégueulassés, quoi. Enfin, mais sinon, il n'y a pas un fort enjeu. Donc, on ne va pas les défendre une position minoritaire par rapport à ça. D'autant plus qu'il y a une dimension pro-sociale, c'est-à-dire qu'on sait que c'est dans une logique d'économie d'eau environnementale. Or, on sait que la protection de l'environnement, c'est une norme sociale. Autrement dit, c'est une valeur à laquelle la majorité des gens adhèrent et qui est socialement sanctionnée. C'est-à-dire, si on émet un comportement polluant, de pollueur, on sait que socialement, c'est sanctionné, c'est mal perçu. Or, si on émet un comportement de protection, de préservation de l'environnement du vivant, on sait qu'on est socialement valorisé. Donc, oui, c'est un levier énorme, le social. Il y a beaucoup de façons d'utiliser le social. Je vous en mentionnerai un certain nombre. Mais il y en a plein. Je vous ramène encore à l'expérience avec le biais. On a deux comportements complètement opposés en fonction d'avec qui on est. En fait, on est énormément influencé par notre environnement social. Du coup, là, il y a même trois biais, c'est-à-dire qu'on utilise le choix par défaut, qui est assez énorme. C'est-à-dire qu'on était en France à peu près 5% de donneurs d'organes. Aujourd'hui, on est plus de 98% de donneurs d'organes post-mortem. Pourquoi et comment? C'est qu'il y a encore quelques années, il fallait cocher une croix pour dire qu'on était donneur d'organes. Si parmi vous, il y en a qui n'ont pas coché de croix, sachez que vous êtes donneur d'organes post-mortem. Parce que maintenant, il faut cocher une croix pour dire non, je ne veux pas qu'on prélève des organes sur mon corps. Donc ça, c'est le choix par défaut. Et c'est énorme. Le choix par défaut, on opte très généralement, on est très influencé par ça. Donc là, voilà, par défaut, en général, les draps sont lavés. Là, par défaut, les draps ne sont pas lavés. Et ça fait une énorme différence parce que ça oblige la personne à conscientiser, à se poser la question. Alors que sinon, c'est même pas une décision à prendre. Donc, ça l'oblige à conscientiser. Donc, ça veut dire qu'elle va se poser la question, elle va réfléchir. Et puis, on s'appuie sur la norme sociale et je vois ce que les autres font et ainsi de suite. Enfin, vous avez pu voir ça avec les stop pubs. C'est-à-dire que les stop pubs, il suffit que dans un hall d'immeuble, il y ait 3 stop pubs qui soient posés et ça y est, c'est parti, tout le monde va mettre son stop pub. Et voilà, il suffit d'atteindre en général un nombre critique
pour que derrière, ce soit une pollinisation, quoi. C'est un grand classique. Alors là, l'histoire de la douche, on a opté pour ça. Moi, je prends ma douche en cas de pression, et toi eh ben, en posant la question, en fait, ça c'est en posant avec un message qui pose une question, en fait, on réfléchit. Alors que sinon, un message, on ne réfléchit pas forcément, on prend juste l'information, voire on ne la traite pas. Mais si on nous pose une question, on a tendance à réfléchir. En fait, il faut rendre la personne active, acteur. Donc forcément, là, elle se pose la question, et puis elle adhérera ou elle n'adhérera pas. Mais en tout cas, on est là-dessus. Et puis, en mettant les cas de pression, mais tout comme tout à l'heure, les nombres, les 18 litres, par exemple, par rapport à se brosser les dents, là, 2 minutes de robinet, c'est voilà, 18 litres. En fait, ça donne une indication. Là, on a 4 pressions, sinon on a 18 litres. C'est une sorte de feedback, c'est-à-dire que ça donne un repère, un ancrage. On est soit en dessous, soit égal, soit au-dessus de 4 pressions. On a besoin, en fait, d'une encre. Typiquement, quand vous allez boire un verre avec des amis, vous allez demander « tu prends quoi, toi ?» Comme si ce que l'autre va prendre va vous informer sur ce dont vous avez envie. A priori, il n'y a pas de logique là-dedans. Non, ça vous permet de poser une encre. C'est-à-dire, ah, il prend un café. Bon, est-ce que moi je veux un café? Non, est-ce que je prendrais un thé? On gravite. Et puis on va voir si on s'éloigne. Mais au moins, on a un point de repère. Alors que sinon, on est face à un champ des possibles qui est illimité. On a besoin d'une encre. Voilà, un repère. Et à partir de là, on va pouvoir beaucoup mieux percevoir les choses, parce qu'on a cette encre-là qui est posée. Là, les cas de pression posent l'encre. Ensuite, il y a le cadrage, l'exemple social avec ces personnes-là. Ça aurait été plus efficace avec des photos de mon point de vue. Le cadrage, là, on voit, c'est un autre système. Hein, c'est-à-dire que la personne, elle est face à un soleil. Tant que l'eau coule, la personne, là, elle est sous la pluie. Donc, on change la perspective. Il y a une dimension ludique un petit peu. On va chercher à jouer sur les perceptions. Elles sont assez terribles, nos perceptions. C'est-à-dire que si... on peut influencer les gens rien qu'en mettant la personne un petit peu oblique, par exemple, on veut que les choses soient droites, quoi. On veut de l'ordre. Et je vais y revenir. Hein. Mais notre cerveau, il est très, très simplement foutu, quoi. Ça, c'est pour limiter la consommation d'eau. Simplement, au fond de l'évier, il y avait différents, j'ai envie de dire, des baromètres un peu. Enfin, il y avait différents niveaux de profondeur. Et voilà, là encore, ça nous donne un repère. Et puis, un bateau, on n'a pas envie que l'eau elle dépasse. C'est-à-dire qu'on a une dimension un petit peu ludique qui est que le bateau, on va chercher à le faire flotter. On ne va pas chercher à le couler. Notre cerveau, il est habitué à voir les bateaux flotter, on va chercher à reproduire ça. Du coup, ça, c'est un levier aussi. Alors, on rend saillant, c'est-à-dire on rend visible le comportement. On a un contrôle perçu. Le contrôle perçu, c'est extrêmement important. C'est-à-dire que si vous ne savez pas, en fait, pour avoir un fort contrôle perçu, c'est un fort sentiment de pouvoir réaliser de façon efficace le comportement qu'on attend de moi ou le comportement que je souhaite faire. Si vous ne savez pas quoi faire, comment faire, pourquoi le faire, c'est-à-dire une motivation, et avec quel résultat, il y a très peu de chances que vous fassiez le comportement. Donc, il faut donner tous ces éléments-là à la personne, ou en tout cas un maximum d'éléments, et dans ce cas-là, on augmente très considérablement la probabilité qu'elle émette le comportement. Et puis, il y a la notion d'ordre, mais j'y reviendrai encore plus tard, je crois, c'est quelque chose, j'y reviendrai plus tard, mais c'est quelque chose d'extrêmement important, et bien souvent qui est oublié, qui est négligé. Enfin, une autre technique, c'est un feedback social. Le feedback, c'est le retour sur action. C'est justement avec quel résultat? Parce qu'au niveau environnemental, qu'on éteigne la clim, qu'on mette le chauffage à 15 ou 18 ou 23, en fait, on ne voit pas l'iceberg qui arrête de fondre. On ne voit pas de conséquences. Et ce qui est assez terrible, c'est qu'au niveau de la santé, de la sécurité et de l'environnement, on ne voit pas les conséquences. C'est-à-dire que le fumeur ne voit pas tout de suite le cancer des poumons arriver. C'est loin. Et c'est pareil au niveau environnemental. Du coup, or, on est habitué, on a un cerveau qui est habitué, il n'a pas tellement évolué depuis Néandertal, et il est taillé pour voir le caillou qu'on a lancé, voir le caillou tomber, en fait. Tout simplement. Or, on a créé un monde où on peut avoir un impact mondial.
Et notre cerveau, il n'est pas fait pour ça, il n'a pas évolué aussi vite que la technologie. Et du coup, on a besoin vraiment de voir les conséquences. Typiquement, je vous donne un exemple qui devrait vous parler, je pense. Imaginez que vous quittez une pièce. La pièce est allumée. Vous étiez dedans, la lumière était allumée. Vous allez quitter la pièce. Donc, il va falloir que vous éteigniez la lumière. Simplement, l'interrupteur est à l'extérieur de la pièce. Donc, vous sortez, la porte se ferme, vous appuyez sur l'interrupteur. Appuyez sur l'interrupteur, vous êtes sûr à 100%, vous l'avez expérimenté des dizaines, voire des centaines de milliers de fois, c'est binaire. J'appuie, ça s'allume, j'appuie, ça s'éteint. Voilà, c'est systématique. Et ça marche à tous les coups. Vous allez donc appuyer sur l'interrupteur. Sauf que vous allez quand même avoir envie d'entrouvrir la porte pour vous assurer que c'est bien éteint. Parce qu'on a besoin de voir les conséquences de l'action. Et en fait, tant qu'on n'aura pas entrouvert la porte, on ne sera pas sûr à 100% que la lumière est bien éteinte. Alors même que ça marche à tous les coups, c'est binaire et on en a l'expérience là-dessus. Donc, on a besoin de voir les conséquences de nos actes, en fait. Le feedback permet de mettre ça en place. Sur cet affichage-là, ça permet de voir le nombre de kilos de déchets qui ont été produits, et puis on fait des comparaisons, en fait. Parce que si on met juste un nombre de kilos, oui, c'est beaucoup, c'est peu, on ne sait pas. Parce qu'on est sur des grands chiffres. Donc, les grands chiffres, ça ne veut rien dire. On parle beaucoup de tonnes de CO2. Alors, moi, une tonne de CO2, je ne sais pas ce que c'est. C'est-à-dire qu'il faut que mentalement, on puisse le représenter. Là, on a 500 kilos de déchets, mais les 500 kilos de déchets, on ne sait pas ce que ça représente. 500 kilos de déchets, il faut convertir ça dans une autre unité. L'équivalent de... par exemple, on avait fait un chiffre, c'était par rapport aux déchets en Corse. C'était l'équivalent du poids de 8 tours Eiffel, voilà, sur une année. Et la tour Eiffel était d'autant plus intéressante que quand on pense tour Eiffel, on ne pense pas poids, on pense hauteur, et très grande hauteur. Et du coup, on voit, ah oui, voilà, on peut se représenter ça mentalement. Les grands chiffres, en fait, notre cerveau sait qu'il ne peut pas se les représenter, du coup, il ne les retient pas. Donc, ça ne sert à rien d'envoyer des grands chiffres, c'est totalement inutile. Hop, c'est ici. Alors, voilà, ça, c'est différents exemples qu'on a mis en place. Merci Mickaël, c'était top. On vient de voir là ensemble à travers les exemples sur le tourisme, que le tourisme s'est déjà emparé du nudge et plus spécifiquement pour traiter les questions de la protection de l'environnement. Nous, on avait envie de vous poser une question, à savoir est-ce que d'après vous, on peut utiliser les nudges pour autre chose que pour ça, pour à des visées de protection de l'environnement. Alors, on vous a mis un sondage. Je ne sais pas si vous le voyez, il faudrait me redire parce que, comme d'habitude, je ne vois plus le chat, donc je ne sais pas si ça fonctionne chez vous. Donc, on vous demande, est-ce que pour vous, on peut utiliser le nudge pour inciter à manger mieux et moins, inciter à réserver dans un établissement plutôt qu'un autre, inciter votre enfant à manger ses haricots verts ou inciter des gens à faire du sport. Est-ce que d'après vous, il y aurait des actions de nudge qui pourraient être mises en place pour faire ces choses-là? Je vous laisse... Et je te confirme qu'on le voit bien, Naïs. Top. Alors, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. Vous pouvez même sélectionner plusieurs réponses si vous le souhaitez. Alors, nous, on voit là en live ce que vous êtes en train de nous dire. Ah, c'est serré, hein, même les haricots verts. Alors, en moyenne, vous êtes nombreux à répondre que vous pensez qu'on peut utiliser le nudge pour inciter à manger mieux et moins. D'ailleurs, on a vu, on n'est pas passé en détail dessus tout à l'heure, mais on a vu sur une photo qui a été projetée que c'est le cas dans certains établissements où on met à disposition des assiettes qui sont plus petites. Et c'est une manière d'inciter les gens à donc moins en mettre à l'intérieur. Inciter à faire du sport, vous êtes nombreux à le dire. Inciter à réserver dans un établissement plutôt qu'un autre. C'est intéressant. Alors, je vais fermer ça. Tac. Nous, on avait envie, là, en lien avec la question que je viens de vous poser, de vous donner des exemples de nudge, alors à mettre en place ou pas dans vos structures sur différents, justement, sujets, sur du marketing, sur de la protection environnementale, sur des comportements prosociaux. Vous allez voir qu'il y a une petite distinction entre le nudge, donc qui a une visée, comme le disait tout à l'heure
comme l'expliquait tout à l'heure Mickaël, qui a une visée plutôt positive avec une pertinence sociétale, et le sludge, qui, lui, n'a pas vraiment ce qu'on pourrait appeler une visée avec une pertinence sociétale. Je vous ai mis un exemple là sur du marketing. Et donc, il s'agit d'action de sludge où il y a une suggestion du prix initial. Je pense que vous avez tous vu ces choses-là, je pense, dans vos vies perso, où je les ai soulignés ici. On vous met l'ancien prix qui est barré et le prix auquel on vous propose le produit, le séjour ou peu importe. Et ce qu'on nous explique, c'est que cet ancrage du prix, c'est un moyen de stimuler un comportement d'achat. C'est-à-dire qu'on ne m'a pas dit qu'il y a une réduction, mais j'ai l'impression qu'il y en a une. Donc, ça m'incite à réserver rapidement. Peut-être, Mickaël, je te laisse compléter ce que je suis en train de dire. On appuie bien sur un biais cognitif, mais on n'est pas dans des… Complètement. Alors, c'est effectivement ce qu'on appelle un sludge. Alors, c'est un peu nul comme terme, je vous l'accorde. Le principe, c'est que les nudges, c'est vraiment sur les comportements prosociaux. Derrière, on peut effectivement utiliser ces leviers-là à des intérêts privés. Moi, typiquement, je ne travaille pas dessus. Clairement, je me refuse. Voilà, j'avais été, alors c'était assez drôle, c'était Bayer qui m'avait contacté. Et alors, j'étais OK pour travailler. S'il m'avait demandé, écoutez, on aimerait que nos salariés covoiturent davantage pour venir au travail, pas de problème. Je travaille pour Bayer. Dans ce cas-là, il n'y a pas de souci. Mais ce n'était pas du tout ça la demande. La demande, c'était, écoutez, on se fait taper dessus par les médias toutes les semaines. On voudrait ne rien changer, mais qu'on nous laisse tranquille. Et ça, non, là, ça ne marchait pas. Effectivement, ce qui était assez drôle, c'est que quelques semaines plus tard, donc ça fuitait, ils absorbaient Monsanto. Donc c'était clairement, non, ça c'est pas mon kiff. Mais c'est les sludges et on peut utiliser ces mêmes leviers en fait dans des intérêts privés. Là, ce qui se passe, c'est que, alors c'est assez génial, c'est que en fait notre cerveau il a tendance à penser en fait l'argent en pourcentage et non pas en argent. C'est-à-dire que on voit là ce qu'on économise. Mais ce qu'on économise, en fait, on n'économise rien du tout, parce que si on ne consomme pas, si on n'achète pas, en fait, on ne dépense pas le prix qui n'existe pas. Et puis, si on a un produit à 100 € et qui a une réduction de 10 € sur 100 €, donc 90 € au lieu de 100 €. Et puis, à côté, il y a un produit qui coûte 2 €, mais il est à 50 centimes. Eh bien, on va trouver qu'on économise plus d'argent en achetant celui à 50 centimes. Parce qu'en fait, on a une promotion de 75%. Alors que l'autre, on a une promotion de 10%. Mais sauf que sur nos comptes bancaires, on n'a pas de pourcentage, quoi. Dans un cas, on économise 10 €. Dans l'autre cas, on économise 75 centimes, ou je ne sais plus combien j'ai dit, mais en tout cas, une somme bien inférieure. Et ça, c'est la réalité. Et en fait, notre cerveau nous trompe là-dessus. Donc, typiquement, là, c'est un ancrage. C'est-à-dire qu'on met le prix, mais il y en a plein de techniques comme ça dans les magasins. Il y a typiquement… On en a mis une autre, là, toujours dans le marketing. Je pense que vous êtes nombreux aussi à connaître ce système de notification où quand vous êtes par exemple, en train de réserver un séjour quelque part, il y a des pop-up qui apparaissent et qui vous disent il y a tant d'autres personnes qui sont en train de réserver en même temps que vous. Attention, il ne reste plus que tant de places quand on veut acheter des billets pour aller à un événement ou voilà. Et donc, on crée cette espèce de rareté et en même temps, ça nous incite à passer à l'action d'achat très, très vite parce que ça crée cette espèce d'urgence parce que voilà, on voit qu'il y a bientôt plus tout ça. Et donc, ça, c'est des choses qui sont très, très courantes, qu'on subit, nous, beaucoup et qui sont voilà, des actions qui visent à modifier notre comportement sans qu'on en ait vraiment conscience. Et on est encore dans une action plutôt de sludge ici. J'avance un tout petit peu pour qu'on ait le temps parce que je vois qu'il nous reste que 15 minutes et voilà, le temps est passé hyper vite. Sur la protection de l'environnement, peut-être, Mickaël, je te laisse reprendre le lead sur les quelques slides. Je vais aller très vite. Le problème, c'est que vu qu'il n'y a pas les animations, moi j'avais mis plusieurs images. En fait, là, c'est typiquement derrière, c'est plein d'images de nudge appliquées aux
aux déchets sauvages, contre le déchet sauvage dans le milieu urbain. En fait, l'histoire, c'est qu'il faut identifier le levier. C'est quoi la caractéristique? C'est qu'en général, la poubelle, on ne sait pas où elle est, on ne la voit pas, parce que ce n'est pas un truc attractif. Et puis, il n'y a pas d'intérêt. Qu'est-ce qu'on va faire? Ce sont les freins qu'on identifie. Et du coup, derrière, on va chercher à mettre en avant différents leviers. La science, on va chercher à rendre la poubelle visible. On va chercher à la gamifier, à changer un petit peu le sens de l'action. Parce que derrière un même acte, l'acte, c'est ce que je fais. Là, je fais un acte. Par contre, chacun d'entre vous peut voir là une action différente. C'est-à-dire, soit je montre un exemple, soit je bouge la main de façon un petit peu bête, soit peut-être vous dites, je sais pas, il se détend le bras. En tout cas, on peut donner à un même acte différents sens. Et ça, c'est l'histoire de cadrage. Donc, on peut changer la perspective pour avoir pour avoir un sens qui intéresse la personne, qui va motiver la personne. Nous, ce qu'on veut, c'est l'acte. L'action derrière, peu importe la personne, comment elle perçoit ça, mais sauf qu'il y a des façons qui peuvent davantage l'inciter. Le feedback, mais là, on ne le voit pas, il est caché derrière. Et puis, le feedback, c'est savoir voir les conséquences de l'action. Et puis, la visibilité sociale, rendre visible le comportement de l'individu. C'est-à-dire que bien souvent, il y a beaucoup de comportements, en fait, qui ne sont... On sait que personne ne nous voit, donc on peut faire n'importe quoi. Or, on sait très bien qu'on ne se comporte pas de la même façon quand on est seul ou quand on se sait observer. Donc, ça, c'est un levier. Rendre visible, finalement, l'action de l'individu. Il y a les... Alors, là, on est sur de l'influence sociale, sur des comportements où on peut être vu, et là, ça renvoie à une valeur sociale. Parce qu'il y a des comportements qui ne renvoient pas à une valeur sociale. Donc, on ne peut pas s'appuyer là-dessus. On ne peut pas jouer sur l'identité sociale. Là, on peut jouer sur l'identité sociale. 90% des visiteurs ont laissé leur table propre. C'est ce qu'on appelle une norme descriptive. On vous dit ce que les autres font. Bon, je vous disais tout à l'heure, on adhère à la majorité. Ouais, non, je ne veux pas être le dégueulasse parmi tous ces gens vertueux à laisser ma table sale. Prenez les crottes de votre chien, les autres personnes le font, je me sens un petit peu obligé de le faire aussi. Ou alors, tout simplement, il y a la visibilité sociale, l'exemple social. Là, c'est un trompe-l'œil qui montre quelqu'un qui jette. Notre première méthode d'apprentissage, ça a été le mimétisme. Hein. On a cherché à se mettre debout parce qu'on voyait nos parents debout. Et en fait, on a gardé ce mécanisme-là. Hein. C'est quelque chose de très instinctif. Je vous ai dit que j'allais vous reparler de l'ordre. Alors, on ne voit pas bien, mais peut-être est-ce que vous voyez les deux poubelles qui sont en haut à gauche? On voit qu'il y en a une qui est un petit peu décrochée. Et en fait, ça perturbe l'œil. Bien souvent, c'est le problème avec le déchet. Le déchet, c'est un objet qui est associé à la saleté, et ainsi de suite. Du coup, il y a une notion de désordre. Et là, avec ces poubelles comme ça n'incite pas à être vertueux. Ça n'incite pas à le respecter, cet espace-là. D'ailleurs, où est-ce qu'on trouve le plus de déchets? Dans les terrains sauvages, où il n'y a pas de frontières. Enfin bon, je vais me parler très vite, mais ce qu'il faut, c'est que ce soit organisé. Organisé, je pourrais revenir à l'Ancien Testament, c'est le cosmos, où l'univers disait, ça voulait dire organisation, avant d'être utilisé pour définir notre environnement. Et les notions de pur et impur, c'est dans l'Arche de Noé, où Yahvé a dit à Noé, tu prends un animal de chaque espèce d'animal pur. Et du coup, c'est quoi un animal impur? Là, Noé, il n'a pas bien suivi les consignes de Yahvé, parce que l'animal impur, une poule est un animal impur, parce que c'est un oiseau qui ne vole pas. Ça n'a pas la bonne forme. On aime les bonnes formes. On aime les choses, voilà, qui sont... Et en fait, le désordre appelle le désordre. Là, on a fait un espace, c'est dans un camping, un espace déchets super ordonné, super organisé, propre. Avec ça incite à des comportements vertueux. Alors que si un local poubelle qui est sale, ça invite à des comportements de transgression. Un truc de douche qu'on a conçu mais qui n'avait pas été retenu, voilà, Florence a un petit peu présenté l'idée, hein, c'est le chronomètre. Là, on a un contrôle. On augmente notre contrôle perçu également sur ce qu'on attend de moi, mon objectif, ce qu'il faut faire. Et alors, un truc qui est difficile, travailler dans les espaces sauvages comme ça, où finalement, bien souvent, c'est un petit peu en friche. Et du coup, il n'y a pas d'ordre, ça ne nous paraît pas très ordonné. C'est un comportement, si on jette un déchet
c'est peu visible, on peut le faire de façon très discrète, c'est un comportement facile, alors que conserver son déchet peut être contraignant. Et puis on peut rationaliser, on peut trivialiser, avoir une autre idée en disant « ouais, non, mais de toute façon, c'est biodégradable ». Bon, alors peut-être en 150 ans, mais on se dit c'est biodégradable. C'est ce que j'appelle la mauvaise foi en toute bonne foi, parce qu'on y croit que c'est biodégradable. Comment lutter contre ça? En rendant saillant la chose. Ici, zone zéro dépôt sauvage. Mais ça, on est sur une motivation altruiste qui ne fonctionne pas. Du coup, il faut aller sur une motivation individuelle, c'est-à-dire que là, il y a un autre panneau, il y a plusieurs, dans cet espace-là, il y a plusieurs espaces photos. On met son smartphone, on sait aujourd'hui qu'on est... Il y a plein de gens qui prennent des photos, Instagram, on poste tout ce qu'on fait. Voilà, et on est sur une zone zéro dépôt sauvage. Sachant qu'il y a d'autres textes sur d'autres panneaux qui nous cherchent à nous identifier à cet espace-là. C'est-à-dire que cet espace-là, j'y suis et je ne le transgresse pas parce qu'il me permet justement d'avoir cette image-là de moi-même et de cet espace. Il contribue à mon identité sociale, tout simplement. Le truc, c'est qu'effectivement, on savait que le temps était très, très limité, mais il y a plein d'autres leviers. Je vous disais tout à l'heure qu'il y avait 300 biais cognitifs. On a à peu près une dizaine, 10, 15, qu'on utilise beaucoup plus que les autres parce qu'on les retrouve très souvent. Et à chaque fois, on peut les convertir. Enfin, c'est un jeu, un puzzle, en fait. Alors, pour vous dire rapidement la méthode pour faire un nudge, d'abord, première étape, le diagnostic. Et le diagnostic, c'est identifier les caractéristiques et freins. Et quand je dis caractéristiques, je vous disais tout à l'heure qu'on est influencé par l'environnement physique, l'environnement social. Ça, il faut connaître ça. C'est-à-dire qu'on voit quel est le comportement cible, dans quel contexte se fait ce comportement. Est-ce qu'il est visible? Est-ce qu'il est facile? Est-ce qu'il est contraignant? Il faut connaître l'espace physique dans lequel ça se passe et l'espace social. Ensuite, les freins, il faut aller questionner les gens sur ce qu'ils pensent, comment ça fonctionne un petit peu là-dedans. Et puis, du coup, on identifie, donc, je vous disais, les 3 sphères qui influencent les comportements. De là, phase 2, on connaît les freins. Et les freins, en fonction des freins, on va activer les leviers. Moi, personnellement, j'utilise maintenant des fiches, j'ai conçu des fiches où, en fait, on associe au comportement cible et aux caractéristiques de l'environnement de réalisation du comportement des leviers, ce qui permet d'identifier un certain nombre de leviers. Après, on va passer à la phase créative. Et là, faut être créatif, faut brainstormer. Je vous donne un exemple. Là, c'est voilà, je me suis amusé à être créatif et du coup, voilà ce que ça donnait. C'était pour le tri des déchets sur le campus de Corté, en Corse. Et les leviers qu'on avait identifiés, c'était que les étudiants ne savaient pas, ne voyaient pas les poubelles et qu'ils ne connaissaient pas les consignes. Du coup, derrière une phase expérimentation, on met en situation. Donc là, on a nos bacs. Donc là, on peut difficilement ne pas les voir. Et les consignes, il y a un marquage au sol qui a été rajouté. Les consignes sont très claires, très intuitives. Là, l'étudiant, il peut ça marche très très bien en fait, tout simplement, parce qu'il peut difficilement ne pas du tout adhérer en fait au dispositif. Souvent, une question qui se pose, c'est combien ça coûte de faire un nudge. Alors, tout dépend. Si vous faites appel à BVA, ça va vous coûter très très cher. Mais après, ça peut ne pas être extrêmement cher. La phase 1, diagnostic. Alors, soit vous avez déjà les données, soit vous ne les avez pas. Si vous les avez, c'est très bien. Par contre, derrière, il va quand même falloir que quelqu'un de spécialiste analyse un peu ces données-là parce qu'il va voir des choses que vous ne voyez pas par rapport aux leviers, tout ça, aux caractéristiques environnementales, sociales et ainsi de suite. Si vous n'avez pas les données, on fait une enquête. Voilà, là, j'ai estimé, d'accord, parce que c'était pour vous donner une idée un peu du budget. Est-ce que c'est quelque chose que moi, je peux faire ou pas? En gros, si c'est la question que vous vous posez,
L'accompagnement du spécialiste, il faut compter 1 à 5 jours en fonction justement de si vous n'avez pas les données, il va falloir aller les collecter. En tout cas, il va falloir construire l'outil pour collecter les données pertinentes. Ensuite, il y a convertir ces données-là en freins et leviers. Là, il faut compter 2 jours. C'est-à-dire que là, pareil, là, le spécialiste, ça, c'est le travail du spécialiste. Là, sur la phase 1, c'est un accompagnement. Sur la phase 2, là, vous ne pouvez pas vous passer du spécialiste parce que c'est lui qui va pouvoir savoir justement ce qui colle avec et qui connaît tous les leviers, tous les mécanismes, et ainsi de suite. La phase 3, là, c'est la phase créative. Alors, soit on fait, comme vous avez fait appel, Florence, à une agence de com. Et alors, moi, personnellement, j'ai travaillé des fois avec des agences de com. En fait, l'agence de com, le risque avec le spécialiste, c'est que, enfin bon, je rentrerai dans les détails, mais il faut vraiment que, parce que les créatifs peuvent chercher vraiment la créativité et le beau, et il faut vraiment qu'ils assimilent que non, ce qu'on veut, c'est l'efficacité. Donc, le beau, il faut oublier. Et il y a des créatifs qui ont du mal à oublier ça. Donc, parfois, ce n'est pas toujours simple. Mais soit on fait appel à l'agence de com pour la phase créative et derrière tout ce qui est design, soit le spécialiste peut travailler sur la créativité et derrière l'agence de com pour la conception du design. Et ensuite, l'expérimentation, c'est ce que Florence, c'est en cours chez eux, c'est-à-dire qu'un bon nudge, on va quand même chercher à voir, parce que c'est quand même issu d'une méthodologie scientifique, donc on cherche à voir les résultats pour voir si effectivement ça marche, ça ne marche pas. Et si ça... Enfin, c'est pas binaire, ça marche ou ça ne marche pas. C'est dans quelle mesure ça marche, dans quelle mesure ça ne marche pas. Et on peut être sur un processus d'amélioration continue. C'est-à-dire, OK, on a ça. Peut-être est-ce que si on rajoute ça, ça marchera mieux. Voilà, on va chercher à améliorer là-dessus. Et là, c'est pareil, c'est une analyse. Il faut analyser les données, mais c'est très rapide, c'est pas monstrueux. Donc au final, un nudge, ça peut coûter très cher parce qu'on va développer des outils, des outils qui vont coûter très très cher. Moi, j'ai fait sûrement le nudge que j'ai conçu qui marchait le mieux. Ça a été tout simplement une feuille blanche. J'en ai pas sous la main, mais une feuille blanche où j'ai écrit au marqueur dessus en fait. Donc ça a coûté 0. Mais j'ai mis ça dans des toilettes d'une galerie commerciale. On a tous vu penser à éteindre la lumière en sortant. Mais en fait, on a mesuré, personne n'éteignait. On était sur 160 personnes, personne n'a éteint la lumière. Ensuite, il y avait penser à l'environnement, penser à éteindre la lumière en sortant. Une personne sur 160 a éteint la lumière. Ensuite, il y avait, on n'a pas testé, mais il y a aussi penser aux femmes de ménage, voilà. Mais ça ne marche pas non plus, c'est de l'altruisme, c'est pas un moteur d'action. Et puis, ce qu'on a testé, c'était sur la porte d'entrée, il y avait 98% des personnes se disent sensibles à l'environnement. Et vous? Moi aussi. Tout le monde se dit moi aussi. Personne ne se dit ah non, pas moi, moi l'environnement, rien à foutre. Donc moi aussi. Je vais aux toilettes, ça tourne dans la boucle phonologique, on est sur du court terme, sauf si la personne reste 1 heure aux toilettes, mais a priori ça tourne. Même si elle pense à autre chose, ça reste actif. En tout cas, on peut très rapidement le récupérer en mémoire. Du coup, sur la porte de sortie, c'était penser à éteindre la lumière en sortant. Penser à l'environnement, penser à éteindre la lumière en sortant, pardon. Et là, en fait, il y a 2 possibilités. Où la personne, en fait, en se disant, oui, moi aussi, je suis sensible à l'environnement, eh ben, c'est terrible, mais notre cerveau, il sécrète des endorphines. Donc, il est content. Le cerveau, il est heureux. Et puis, pour rester dans cette situation-là, face à la fiche, penser à l'environnement, penser à éteindre la lumière en sortant, en éteignant la lumière, la personne, elle remet une pièce dans sa machine à endorphine, dans sa machine à shoot à endorphine. Hop, ah bah ouais, non, je suis vraiment quelqu'un de bien. Ou alors, elle a le choix, je n'appuie pas sur l'interrupteur, et dans ce cas-là, j'ai pas de nouveaux jetons, quoi, j'ai pas de nouveau mon shoot endorphine. Et alors, on va pouvoir trivialiser, c'est-à-dire générer une autre cognition qui va permettre de rendre compatibles les deux. Oui, je suis sensible à l'environnement, mais je pense que quelqu'un va rentrer bientôt. Oui, je suis sensible à l'environnement, mais je pense que les ampoules ne consomment pas beaucoup. Ce qui permet et de garder la lumière allumée et de penser qu'on est sensible à l'environnement. Mais toujours est-il que là, on était à 1 sur 160. Avec ça, je ne sais plus à combien, je crois qu'on était on était au-dessus de ces 50%. Voilà. Et ça a coûté quoi? Ça a coûté une feuille, une feuille A4 et un coup de marqueur dessus. Voilà. Donc, tout dépend du dispositif qu'on va chercher à mettre en place, tout simplement.
Voilà. On est dans le timing, hein, pile poil. On est pile poil dans le timing, en effet, Michael, et c'est super parce que tu as vraiment démontré une des problématiques qui était posée dès le début de ce web séminaire qui vous avait été posée, c'était de savoir comment on peut appliquer du nudge marketing et surtout, on a souvent des images par rapport au nudge, on a souvent des choses en tête et puis là, on a à travers cette heure et demie passée ensemble, essayer de vous expliquer un petit peu comment ça fonctionne, vous montrer à travers des exemples un petit peu voilà, les grandes phases, les exemples pour aller un petit peu plus loin. Et on a eu quelques questions pour Michael et pour Florence que je vais vous poser. Alors, j'ai vu qu'il y en a quelques-unes pour lesquelles il y a déjà eu des réponses. Celle que j'avais retenue, c'était Anne-Laure qui demandait quel était le nom de l'espace naturel avec la photo que tu as montrée précédemment, Michael. Est-ce que tu l'as en tête? Celui-ci. Alors, c'est en Aquitaine, mais alors je ne sais plus. Je crois que c'est en Aquitaine, mais je ne sais plus. Ok, pas de souci. Du coup, on va essayer de regarder avec ces petites falaises ce qu'on peut trouver. Merci, Michael. On avait également une question de Aurore qui était toujours pour Michael. Donc, Aurore, il y a une phrase qui l'a interpellée, que tu aurais citée au début. Plus la personne a le sentiment d'être libre, plus elle se soumet. Aurore voudrait savoir qu'est-ce qu'on entend par sentiment d'être libre. Est-ce qu'on parle des moutons, entre guillemets, vivants dans un ensemble de démocraties qui pensent être libres? Est-ce qu'on parle de personnes éclairées qui, par leur pseudo-supériorité intellectuelle, se sentent non influençables et sont finalement influencées? Voilà. Est-ce que tu peux revenir un petit peu sur cette notion, s'il te plaît? Ouais. Quand je parle de sentiment de liberté, c'est parce qu'on n'est pas libre. C'est ce que je dis. Enfin, alors, je vais revenir à Lacan pour boucler la boucle. Lacan dit que la liberté, c'est la pathologie du fou. En fait, on est influencé et heureusement qu'on est influencé. Si on était absent de toute influence, imaginez, je sais pas, je me mettrais debout sur la table à sauter. Enfin, voilà, il y aurait pas de normal. Et puis même, on ne pourrait pas discuter ensemble. C'est-à-dire que derrière les mots, on n'aurait pas les mêmes idées. On est influencé. Et heureusement, du coup, on n'est pas libre. La liberté, c'est vraiment, il n'y a que le fou qui est libre. Donc, on n'est pas libre. On a un sentiment de liberté, c'est-à-dire que, et plus, quand je dis que plus on se sent libre, plus on se soumet, c'est-à-dire qu'en fait, quand on a le sentiment, regardez, typiquement, Noël approche. Alors, je ne sais pas quel va être le sujet de débat cette année, parce qu'on n'est pas encore suffisamment près de la date de Noël, mais moi qui suis joueur et qui peut m'ennuyer rapidement, je me suis amusé, parce que Noël, c'est le contexte idéal pour ça. Je savais que j'ai 2 sœurs. Je savais que mes 2 sœurs n'avaient pas le même avis sur les gilets jaunes. Donc, à un moment, dans le repas, je commençais à m'ennuyer un peu. Hop, je balance le sujet sur la table. Et puis, c'est parti. Allez, oui, non, enfin, voilà. Non. Et au final, qu'est-ce qui se passe et typiquement, tout le monde connaît ça, les 2 personnes ne sont pas d'accord. Chacun essaie de se convaincre. Et en fait, on met en place de la réactance. La réactance, c'est que quand j'ai l'impression que quelqu'un veut m'imposer son point de vue, quelque chose, je fuis. Fin de la discussion, qu'est-ce qui se passe? Mais les 2 frangines, leurs points de vue se sont encore plus radicalisés et se sont encore plus éloignés. C'est classique, ça marche à tous les coups. Par contre, si on dit à la personne, mais tu es tout à fait libre d'accepter ou de refuser, eh bien, on augmente le taux d'acceptation. Ça avait été expérimenté sur une icône, tout simplement sur Internet, cliquez ici. Pour faire un don, c'était cliquer ici. Vous êtes libre de cliquer ici. Avec vous êtes libre de cliquer ici, le nombre de clics augmente, mais augmente de façon considérable. Je crois qu'on passe de 67% à 83%. Quand on demande quelque chose à quelqu'un, vous demandez 1 euro à quelqu'un, vous êtes tout à fait libre d'accepter ou de refuser. Rien qu'en formulant ça, vous augmentez votre taux de réponse favorable. En fait, quand la personne a le sentiment que le comportement vient d'elle et de sa décision, c'est-à-dire qu'elle ne peut le justifier par rien d'autre qu'elle-même, eh bien, elle a tendance on peut obtenir beaucoup plus d'elle. Donc, c'est une des tragédies de notre existence.
Mais le drame, en fait, c'est d'avoir inventé des mots comme rationalité. Le cogito, il vaut ce qu'il vaut, mais il est obsolète aujourd'hui et il nous a bien induit en erreur. De la même façon, la notion de liberté, elle est désuète. En tout cas, elle n'est pas appliquée à ce à quoi on l'applique. On a vraiment un sentiment de liberté. Voilà. Et je ne suis pas complotiste ou quoi que ce soit. On te rejoint. On note juste l'idée de lancer les débats de Noël. Vous nous direz, j'espère, suite à ce web séminaire, quels auront été vos petits débats. Merci beaucoup, Mickaël, pour cette réponse qui nous a bien éclairés. Nous avons également une question qui est à l'attention de Florence. Florence, comment avez-vous incité les professionnels, qu'ils soient hôteliers, commerçants, etc., à mettre en place ou à participer à vos différentes mesures? Est-ce que tu peux revenir un petit peu sur cette genèse-là? Oui. Juste pour repréciser, c'est vrai qu'à la base, c'est pas nous en fait qui avons dit on va faire ça. Voilà, c'est vraiment en fait au départ le collectif qui chaque année décide on va travailler sur telle action. Voilà, l'installation des boîtes à dons dans les hébergements. J'avais donné cet exemple-là. Et là en fait, ils avaient tous détecté en fait qu'ils voulaient travailler sur des actions pour un peu modifier les comportements en fait, mais ils savaient pas trop comment faire. Donc voilà, c'est là où on a emmené le nudge. Et je dirais que la co-construction, c'est le facteur la co-construction avec méthode, c'est plutôt le facteur clé de succès, nous en tout cas, pour qu'il puisse y avoir l'installation, la prise en compte aussi du comportement des voyageurs dans chaque structure, des points irritants. Voilà, c'était ça qui, je dirais qu'à partir du moment où ils sont rentrés en fait dans ce processus-là, finalement après ça a découlé. Alors maintenant, effectivement, l'idée ça va être une fois qu'on aura fait tout le bilan là en fin d'année de cette phase de test, de voir comment on va pouvoir le déployer plus largement. Donc là, c'est vrai qu'on va le proposer plus largement et on va inviter l'ensemble des professionnels qui sont en tout cas dans la démarche à le mettre en place. On verra. En tout cas, nous, pour l'instant, sur le test, c'est que ça a vraiment été sur la co-construction. Donc, du coup, c'était plutôt simple, en fait, qu'ils mettent en place ces actions-là. Top. Et on avait aussi une question, alors je ne sais pas si tu vas pouvoir y répondre parce que comme tu nous l'as précisé, l'opération est tout juste en test. On avait Ayana qui demandait comment ces initiatives ont été perçues par les habitants. Est-ce que tu as déjà des premiers éléments Oui, alors là, on n'a pas fait pour l'instant de grande enquête. Alors après, moi, j'habite sur le territoire, voilà, donc j'ai forcément à des moments ou à un autre, eu des retours. Je dirais que pour l'instant, en fait, on l'a concentré chez des professionnels. C'est pas quelque chose qui a été généralisé surtout. On voit pas sur toutes les poubelles de la destination le jeu 7 et match, du beach volley. Pas pour l'instant parce qu'on y va étape par étape. Donc pour l'instant, c'est installé par exemple dans les équipements de loisirs. Donc c'est vrai que pour y être allé avec des amis, il y a eu des remarques là-dessus. Tiens, c'est original. Pour l'instant, c'était plutôt de cet ordre-là. Je pense que l'étape d'après, c'est quand on va l'élargir, de voir un petit peu sur les indicateurs, de travailler après avec les services techniques, de voir en fait si on a amélioré cette gestion-là. Donc pour l'instant, par rapport aux habitants, je dirais qu'on n'a pas encore un retour complet sur le sujet, seulement quelques remontées terrain. Voilà. Merci beaucoup, Florence. C'était toutes les questions qu'on avait. Si vous en avez d'autres, n'hésitez pas. Et puis, dans tous les cas, il y aura un article récapitulatif et le replay de ce web séminaire qui vous sera partagé. Et il va être l'heure qu'on se quitte. Et juste avant qu'on se quitte, on voulait savoir si Mickaël, Florence, on a eu beaucoup de remerciements. Est-ce que vous auriez un dernier petit mot à nous partager ? Oui, moi, je voulais juste dire, je ne suis pas du tout manipulatrice. Je voulais juste dire, à la base, moi aussi, je fais du marketing. Moi, je suis passionnée de sociologie à la base, en fait, et c'est ce qui m'a emmenée aussi au marketing. Et du coup, je trouve que dans l'écosystème touristique, que ce soit dans les offices de tourisme ou auprès des professionnels, il y a beaucoup de gens qui font leur métier, qui recherchent du sens. Et du coup, je pense que le nudge, on peut tout à fait travailler, se l'approprier. Mickaël a pris l'exemple avec Bayer,
mais voilà, d'une manière, je dirais, en fait, utile pour nos destinations, pour nos territoires, sans forcément se dire, voilà, on cherche vraiment, quand on travaille sur ces thématiques environnementales, solidaires, je pense que c'est un formidable levier, en fait, d'action et que j'ai pas l'impression, en tout cas, de l'utiliser, en tout cas de manière négative. Voilà. Merci beaucoup, Florence. Pour rebondir par rapport à ce que tu disais, Florence, moi, en fait, ici, je fais partie du centre d'études sur le tourisme. C'est comment? Alors, c'est top de l'ouest du Pacifique. Et du coup, la destination tourisme, Tahiti Tourisme, voilà, ils viennent de décider il y a quelques mois de la stratégie en fait et de l'orientation qui soit donnée au tourisme en Polynésie. Et c'est le tourisme responsable. Et du coup, on me sollicite beaucoup pour travailler dessus. Et pour être tout à fait honnête, ça me gêne parce que pour moi, le tourisme responsable, il est juste pas à Tahiti. C'est-à-dire que la personne, elle n'a pas encore mis le pied au Fénois, c'est-à-dire à Tahiti, que son bilan carbone, elle l'a pulvérisé. Donc derrière, elle peut toujours se mettre de la crème solaire minérale pour protéger les coraux. Je veux dire, c'est de la bonne conscience, c'est tout. C'est juste pas une destination touristique durable. Point. Voilà. Donc, mais c'est une parenthèse, mais c'est par rapport à la bonne conscience et effectivement l'utilité, la pertinence de l'usage. En fait, tout dépend des comportements qu'on va cibler, tout dépend du comportement ciblé, tout simplement. Pour finir, moi, il y a un principe que j'aime véhiculer parce que souvent, en fait, avant d'utiliser l'approche nudge, on utilise souvent ce qu'on appelle la communication persuasive, voire on va en rester à la communication persuasive. Et du coup, on cherche à persuader quelqu'un, c'est-à-dire à faire en sorte qu'elle pense autrement, et à partir du moment où elle pensera comme ça, elle se comportera autrement. Parce qu'on présuppose qu'en pensant comme moi, je pense, alors ça arrivera au comportement qu'on souhaite, qu'on cible. En fait, moi, de mon point de vue, ça ne sert à rien de chercher à ce que les gens pensent autrement, puisque ce qu'on veut, c'est qu'ils se comportent autrement, et après, ils penseront autrement. C'est-à-dire qu'on est beaucoup plus rationalisant que rationnel. On devient courageux par répétition d'actes de courage. Ça, c'est la philosophie sartrienne. Mais c'est ça la réalité. C'est-à-dire que c'est en faisant les choses et en se percevant, en faisant quelque chose de vertueux, qu'on devient vertueux parce qu'on se perçoit comme quelqu'un de vertueux. Et du coup, on va avoir tendance à répéter. C'est la logique de l'engagement que mentionnait Florence, sans utiliser le terme, mais par rapport à la co-construction. C'est-à-dire qu'une fois qu'on s'implique dans le truc, en fait, on est forcément d'accord avec ce qu'on fait, quoi. On va forcément trouver ça bien, je suis forcément d'accord avec moi-même et avec ce que je dis, sinon il y a problème. Et voilà, donc c'est en impliquant les gens, effectivement, c'est un moyen également de les influencer. Super. Eh ben, merci beaucoup à Florence d'avoir participé, d'avoir témoigné. Merci beaucoup à Michael d'avoir été là aussi pour nous éclairer avec toute la partie scientifique qui était importante, en tout cas qu'on avait envie de mettre en avant parce qu'on croit, nous, très fort que le nudge, quand il est bien utilisé, quand il est bien fait, ça peut avoir vraiment des vertus et notamment là, avec les enjeux qui sont les nôtres pour les prochaines années sur l'écologie et l'environnement. Merci à tous d'avoir participé, d'avoir répondu présent à notre appel. J'espère que le web séminaire aura répondu à vos attentes, qu'on aura été inspirant pour vous et peut-être que ça vous donnera envie de vous lancer dans des démarches. Voilà, on a un peu abusé de votre temps, on a débordé de 15 petites minutes. J'espère que vous nous pardonnerez. Bon appétit à tous. Bonne nuit à Michael. Merci beaucoup et on se retrouve l'année prochaine pour de nouvelles aventures. Nana, comme on dit à Tahiti, et à bientôt. Merci à tous. Merci, au revoir. Merci, au revoir.